est 12h33 à l'écoute de France Bleu et jusqu'à 13h, nous revenons donc sur le drame de l'heure, probablement lié au trafic de drogue, à la folie meurtrière qui s'empare des trafiquants pour parler de ce narcotrafic et de la manière dont il gangrène un certain nombre de nos territoires. Bonjour Jérôme Durin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous qui êtes sénateur de Saône-et-Loire, vous venez de rendre au Sénat un rapport choc sur ce marché de la drogue avec des conclusions assez effrayantes et des propositions. Vous parlez de submersion. Oui, un des phénomènes que ce rapport documente, après ces 6 mois de travaux et ces très nombreuses auditions, c'est la quantité de drogue qui arrive sur le pays. 1000 tonnes de cocaïne arrivent en Europe chaque année. C'est essentiellement cette cocaïne dont on parle quand on parle de submersion, puisqu'on parle d'un tsunami blanc. Les autorités disent que c'est un tsunami blanc. Et ça produit, évidemment, outre de la consommation, la criminalité associée, dont on parle ces jours-ci, dont on parle finalement depuis que la commission d'enquête a été créée, après les narcomicides de Marseille, cette série de crimes qui a été provoquée lié au narcotrafic. Et cette violence qui a les conséquences que l'on sait, autre exemple tout récent, la mort parmi ces agents pénitentiaires d'Arnaud Garcia. Il avait 34 ans, installé entre Lisieux et Pont-l'Évêque. Il allait être papa, Arnaud Garcia. Il laisse une compagne enceinte de 5 mois. Nolwenn Lejeune, vous avez rencontré son père, Dominique, dont c'était le fils unique. Hier midi, Dominique Garcia reçoit un appel affolé de sa belle-fille. L'attaque du fourgon tourne en boucle sur les chaînes d'infos. Le portable d'Arnaud ne répond pas. Quelques minutes plus tard, cet ancien gendarme reçoit un appel qu'il comprend tout de suite. J'entends une voix que je reconnais comme étant celle de monsieur Dupont-Moretti. Il me dit bonjour, monsieur Garcia. Je dis oui, Garcia Arnaud, c'est votre fils. Donc j'ai compris. J'ai compris tout de suite. La sidération, l'effroi s'empare de lui. Son premier réflexe est de protéger sa belle-fille enceinte de 5 mois. J'ai dû l'emmener chez le médecin parce qu'elle est enceinte et elle refuse de manger, elle n'a pas faim, donc il faut que le bébé y mange. Donc non, on est très dévastés. Qu'est-ce que je vais faire Cet enfant, il l'avait tellement espéré, raconte celui qui les a mariés. Il grandira sans son père, un jeune homme fauché alors qu'il accomplissait sa mission. Son engagement, c'était sa vie. C'était pire qu'une vocation, il se mettait à fond là-dedans, il était à fond. Et quand tu me parlais de ces transfèrements, des essais extractions, ces périodes en milieu pénitentiaire, il se plaisait dans son truc et ça allait. Il avait rencontré des très très bons collègues qui s'entendaient très bien. Il a tout réussi. Enfin, il avait tout réussi. Submergé par la tristesse, il ne veut pas se laisser envahir par la colère. Mon fils a été assassiné, répète-t-il, mais je crois en la justice, elle devra être rendue. Et voilà ces vies brisées, Jérôme Durin, vous qui êtes sénateur, donc élu de la République, qui remettez ce rapport sur le trafic de drogue, qui suscite tant de rage, la nécessité d'agir et peut-être un mot sur cette séjournée prison morte qui se multiplie aujourd'hui et qui témoigne de ce malaise, de cette colère, de cette émotion, évidemment, des agents pénitentiaires. Vous parliez tout à l'heure du Covid et de ceux qui étaient en première ligne, les soignants. Et sur le narcotrafic, c'est pareil. Il y a la première ligne. Les agents pénitentiaires, les douaniers, les policiers, les gendarmes. Et ce que notre rapport montre, c'est qu'il y a une espèce de fossé entre les décisions que nous devons prendre désormais pour lutter contre le narcotrafic et ce que vivent ces agents de terrain qui se battent, faute de moyens d'ailleurs, dans les tribunaux, sur le terrain pour les policiers, et qui voient en face d'eux un adversaire, les groupes criminels qui font le narcotrafic, qui ont des moyens quasi illimités. Et d'ailleurs, ils disent de manière assez poignante, de temps en temps, on leur fait mal. Comme si nous étions, nous, dans une position de guérilla, nous les institutions de la République, et puis que le fort, c'est le criminel. Donc il faut inverser ce rapport de force et donner les moyens aux agents pénitentiaires, aux douaniers, aux policiers, de lutter efficacement contre le narcotrafic. Merci Jérôme Durin. Est-ce que vous diriez, Denis Jacob, qu'on est dans un combat David contre Goliath aujourd'hui ? Bonjour Denis Jacob, vous qui êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, avec ces opérations place nette qui montrent justement en face les moyens illimités des trafiquants, des criminels. Bonjour Rémi Bouchard. Oui, complètement, David contre Goliath, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas malheureusement le même rapport de force. Et je remercie d'ailleurs monsieur le sénateur pour les travaux qui ont été conduits au Sénat et les 35 recommandations qu'ils ont fait, parce que ça globalise bien le problème auquel on est confronté et toutes les solutions qu'il faut y apporter. Aujourd'hui, on fait quoi en tant que policier avec les opérations place nette qui
qui ont une importance, qui sont nécessaires, mais qui malheureusement ne s'attaquent qu'à la partie émergée de l'iceberg. Et on traite l'arrivée de la drogue, mais on ne traite pas le départ, c'est-à-dire le renforcement de la coopération internationale, la coopération européenne, et puis pour nous, sur le terrain, des moyens conséquents pour pouvoir agir et agir au niveau du haut du spectre. Là, on est dans le bas, c'est-à-dire qu'on est à la base du trafic. Et donc le travail de démantèlement des trafics de stupéfiants, c'est un travail de longue haleine. Et la proposition qui est faite de créer une espèce de DEA à la française me paraît de bon sens. C'est un peu ce qui existe déjà en matière de la criminalité de col blanc. DEA, c'est quoi, Denis Jacob? La DEA. La DEA aux États-Unis, c'est le service qui est spécifiquement spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants. C'est un service particulier. Et nous, en France, on a tout un tas de services, les douanes, la gendarmerie, la police, qui travaillent séparément. Et ce que propose le Sénat dans ses recommandations, c'est de créer un peu ce service américain qui réunit tous ces services différents dans un seul service, avec une seule autorité, de façon à être plus réactif dans la lutte contre les stupéfiants. Oui. Donc je trouve ça une bonne idée, mais après, il faut bien évidemment les effectifs, les moyens, et il ne faudrait pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et c'est un peu ce qui existe déjà en France depuis 2002, avec ce que il a été créé sous, alors je me trompe peut-être, mais sous le gouvernement sous le ministère de Nicolas Sarkozy, c'est la création des groupes d'intervention, les groupes interministériels de recherche, où là aussi, il y a l'URSSAF qui intervient, il y a donc le ministère de l'économie, et tout ça doit travailler ensemble, mais sous la seule coordination d'une seule autorité, pour être plus efficient, parce qu'aujourd'hui, chacun, alors il y a de la collaboration bien évidemment, mais chacun travaille un peu en tuyau d'orgue dans son coin, et il n'y a pas de totale transversalité entre les services. Et c'est ce que vous avez constaté pour répondre aux illustrations et aux témoignages de Denis Jacob, Jérôme Durin, avec ce rapport, ces 6 mois passés sur ce sujet-là, pas assez de coopération, pas assez de coordination, et peut-être à l'avenir la nécessité de créer une direction totalement allouée à cette lutte. Il y a quelque chose qu'on a très bien réussi dans ce pays et qui n'est pas contesté, c'est la lutte contre le terrorisme. Et en matière de lutte contre le terrorisme, on est vraiment alignés. Et là, on a quelque chose qui fonctionne, qui n'est pas contesté. Tous les services travaillent ensemble. On dit souvent dans le débat public, le narcotrafic, c'est au moins aussi grave que le terrorisme. D'ailleurs, ça fait plus de morts. Donc, il faut qu'on fasse la même chose. Et que, alors que nous sommes aujourd'hui en ordre dispersé, on arrive à avoir un patron dans les services répressifs, c'est ce que disait très bien Denis Jacob. Alors nous, on a utilisé DEA à la française pour marquer les esprits. Il y a l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, qui peut être musclé, qui peut remplir ce rôle. Et puis côté justice, la même chose. Et puis il y a une deuxième question qu'on doit se poser. Et c'est un débat politique qui est ouvert. Et je pense qu'il ne faut pas faire de mauvaise politique sur ce sujet, parce qu'il y a un sujet d'union nationale. C'est tellement grave, les événements sont tellement douloureux qu'il faut qu'on trouve des solutions ensemble. C'est est-ce qu'on attaque par le bas ou est-ce qu'on attaque par le haut? Et je pense que, malheureusement, on essaie d'attaquer par le bas. Et ce que vient de dire Denis Jacob est très éclairant. Il faut attaquer par le haut, il faut de l'investigation, il faut taper les criminels au portefeuille. Ça prend du temps, c'est compliqué, il faut des moyens, il faut des compétences. Nous ne les avons pas. On parle de la lutte contre le narcotrafic en France qui gangrène tous nos territoires aujourd'hui. Aucun territoire n'étant épargné. Et je voudrais qu'on accueille aussi dans cet échange un de nos confrères journalistes d'investigation, Frédéric Ploquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Frédéric, spécialiste du grand banditisme, et vous venez notamment d'offrir aux lecteurs ce livre sur les réseaux secrets de la police. Un mot d'abord sur ce que disait Denis Jacob peut-être à l'instant. On traite l'arrivée, on ne traite pas le départ de la drogue. Il nous manque une coopération au niveau aussi européen puis international sur ce marché. Effectivement, moi ce que je constate dans mes enquêtes et ce que les sénateurs ont constaté également, c'est qu'on joue petit bras si on se compare aux Américains. Tout d'un coup, ce rêve de la DEA est intéressant, mais c'est un rêve et un fantasme. Moi, je connais bien les méthodes de travail de la DEA. Je comprends que ça fasse rêver un certain nombre de policiers ou de douaniers en France, mais si vous voulez, la grande différence, c'est que nous, en France, nos services d'investigation, et c'est aussi pointé dans le rapport d'ailleurs des sénateurs, n'ont pas la sécurité juridique nécessaire à leurs investigations. Ils se sentent en permanence, on va dire, sous surveillance. Ils n'ont pas cette espèce de liberté. Je rappelle quand même que la DEA dispose de moyens illimités, de pouvoirs considérables, et qu'ils ont surtout, c'est là où ils réussissent leurs meilleures opérations,
Ils pratiquent l'infiltration à fond et ça, en France, avec nos lois malheureusement, protection et liberté, ça ne peut pas passer. c'est pas ça, on sait pas faire. On a essayé, mais je voudrais quand même faire un tout petit brin d'histoire, sans remonter très très loin. Je rappelle quand même qu'en France, on avait un grand service de police judiciaire qui s'appelait l'Octrice, que cet Octrice a été dissous pour laisser place à l'OFAST, mais que la raison pour laquelle on a dissous l'outil précédent, c'est qu'on a reproché à son chef, à son patron, précisément d'avoir réussi à infiltrer le narcotrafic. En l'occurrence, il avait placé un indicateur à un niveau extrêmement haut dans le trafic du cannabis entre la France et le Maroc. C'était, on va dire, sur le plan de l'investigation, une réussite exemplaire. Oui. Et je voudrais vous rappeler aux auditeurs qu'il s'est retrouvé aux portes de la prison et qu'il va être jugé tout simplement pour avoir demandé à un moment donné une toute petite latitude, toute petite marge de manœuvre à des juges et leur demander de pouvoir faire sortir pendant une journée un individu de prison pour pouvoir en gros échanger avec lui et monter des opérations. Comment est-ce que vous voulez que les policiers fonctionnent ? Bien sûr. Comment est-ce que vous voulez que les policiers fonctionnent si à chaque fois qu'ils bougent un petit doigt et ils se font taper dessus ? Et comment voulez-vous qu'on lutte contre le trafic de stupéfiants sans disposer en plein cœur des trafiquants, du trafic lui-même, de taupes et d'indicateurs? Eh bien, je vais vous dire, c'est impossible. En l'état actuel des choses et du droit, en tout cas, Jérôme Durin, vous qui êtes représentant aussi de la République, sénateur de Saône-et-Loire, on n'a pas les moyens exceptionnels, disait là très clairement Frédéric Ploquin, pour juguler ce fléau. Non, on les dispositifs et pas les possibilités. On n'a pas les moyens exceptionnels, on n'a pas les moyens ordinaires non plus, parce que j'ai été l'auteur d'un rapport d'une mission d'information de la Commission des lois du Sénat sur la réforme de la police nationale. On a sacrifié la police judiciaire en expliquant d'une certaine manière, et c'est ce vieux contentieux de la politique du chiffre, que ce qui est long, ce qui ne se voit pas, c'est moins intéressant que de faire des choses qui se voient immédiatement. Sauf que le problème du narcotrafic, il est très éclairant. Les opérations place nette, elles ont une efficacité symbolique, politique. La République immédiate. Immédiate. On ne peut, ça suffit. Ça suffit. Sauf que c'est pas en prenant des petites mains qui ne connaissent rien des réseaux, qui sont interchangeables, qu'on condamnera faiblement, parce que les infractions qui leur sont reprochées sont mineures, dans une chaîne de banditisme où les patrons, eux, sont à Dubaï, les pieds dans un jacuzzi au soleil, c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Et donc, là, il faut des moyens dédiés. Et on n'a pas ces moyens dédiés. Et sur la sécurité juridique qu'est Frédéric Ploquin, moi, on m'a dit à Marseille, mes gars se mettent en danger. Il ne s'agit pas de danger physique, alors il y en a aussi. Mais c'est que, de temps en temps, comme les procédures sont un peu complexes, on a envie de pousser. Donc, ils sont à la limite. Et nous, on propose des systèmes, d'ailleurs, dans notre rapport. Une infiltration civile, un meilleur statut des repentis. Et qu'il faut, d'ailleurs, que la société, elle sorte d'une forme de naïveté là-dessus. Les repentis, on veut bien des repentis, mais alors des gentils, quoi, des enfants de cœur, ceux qui n'ont pas de sang sur les mains. De temps en temps, il faut accepter, pour l'efficacité de la politique publique, qu'on ait des gens qui sont des vrais méchants, et qui changent de casquette, et qui nous aident. Denis Jacob, on n'aura pas le choix, après tout ce que vous venez d'entendre ici, que d'allouer à cette lutte des moyens exceptionnels. J'abonde dans le sens et à la fois de ce que Frédéric Ploquin vient de dire et ce que monsieur le sénateur vient d'exprimer. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. À un moment donné, être toujours sur la ligne de la loi pour travailler ne nous permet pas. Il faut malheureusement contourner certains dispositifs de loi pour pouvoir faire notre travail jusqu'au bout. Si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Vous croyez que les narcotrafiquants se préoccupent de savoir si ils sont dans les clous de la loi ou pas? Ça se ferait. Donc forcément, à un moment donné, on va être obligé de déroger à certains dispositifs législatifs pour pouvoir agir et aller au bout de la démarche de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et si on ne le fait pas, on ne gagnera pas. Je le dis clairement, on ne gagnera pas. Et donc, il faut donner tout moyen de pouvoir aboutir, même des moyens qui, moralement, sont contestables, mais qui, en termes de lutte contre le trafic de stupéfiants, sont probants. Il y a du travail. Et efficients. Il y a du travail, Jérôme Durin, beaucoup. Oui, je veux dissiper un doute qui pourrait naître dans l'esprit de vos auditeurs. Le but du jeu, c'est pas de faire n'importe quoi. C'est pas de renoncer aux libertés publiques, à l'état de droit. Mais on peut modifier la loi
on peut donner des dispositifs qui donnent satisfaction aux policiers et aux magistrats sans être dans une forme d'abandon des principes. Et ça, c'est possible. Et on fait des propositions très claires parce que les policiers, les gendarmes, les douaniers, les magistrats, ils ont besoin d'un cadre réglementaire, ils ont besoin de là, ils la respectent. Sauf que effectivement, quand on a un adversaire qui ne respecte aucune règle, il faut qu'on adapte les nôtres. Bah oui, parce que vous appelez tous au sursaut, on va y venir, et que parce qu'autour de la drogue, tout deviendrait possible. Je voudrais que vous écoutiez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, chez nos confrères de RTL. On ne peut pas à la fois, c'est ce que je vais vous dire en quelques instants, pleurer les veuves et les orphelins sur le péage de l'heure et continuer à fumer son joint. C'est pas possible. Ça s'appelle la schizophrénie et chacun est responsable. Le narcobanditisme tue énormément, bien plus que le terrorisme, même si le terrorisme c'est évidemment une priorité pour chacun des États, mais tue bien plus que le terrorisme. Et ce qui s'est passé au péage de l'heure, c'est désormais la violence désinhibée pour des personnes qui prennent tous les risques. Ils ne sont pas très âgés souvent. Ils ne sont parfois même pas dans le trafic de drogue parce qu'ils ont une commande d'un trafiquant de drogue pour libérer un voyou. Et bien cette violence désinhibée où on tire à la Kalachnikov sur des pères de famille, elle pourrait comprendre qu'elle a une source, c'est la consommation de drogue. Frédéric Ploquin, il dit beaucoup de choses, le ministre de l'Intérieur, mais d'abord sur ces hommes prêts à tout. Vous qui êtes spécialiste du grand banditisme et journaliste d'investigation, ces criminels qui n'ont aucun frein, aucune impunité, qui tirent à l'arme lourde, à l'arme de guerre, sans sommation, qui n'ont aucune règle en vérité. Bon là, avec tous ceux que vous avez rencontrés, vous vous accordez sur ce constat? Écoutez, je pense que ces narcotrafiquants craignent bien plus leurs concurrents et leurs ennemis sur le terrain, malheureusement, que les forces de l'ordre. Je pense qu'ils craignent bien plus de prendre une balle que de se retrouver en prison. Et là, le réveil est aujourd'hui douloureux, mais je pense que ça fait quand même plusieurs mois qu'on aurait dû se réveiller quand on a constaté ces attaques à répétition avec ces morts collatéraux à Marseille, à Nîmes, à Dijon. C'est-à-dire que ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'on est dans une espèce qu'on a franchi un cap et un palier. Et à chaque fois, je remarque qu'on se retrouve en face de nous, on retrouve face à nous des mêmes profils, c'est-à-dire des trentenaires. Les deux caïds qui se sont fait la guerre à Marseille, qui ont fait dizaines de morts, avaient 30 ans. Celui-ci qui vient de s'arracher à la prison, à moins qu'on soit venu, ça c'est une hypothèse sur laquelle je continue à travailler, qu'on soit venu pour l'enlever et le torturer, ça c'est une hypothèse qui n'est pas à exclure à ce stade. En tout cas, il a 30 ans. Également, il a commencé à 12-13 ans, c'est toujours la même chose, 12-13 ans des petits vols, 20 ans des vols avec violence, et puis ensuite tout d'un coup cette start-up que représente le trafic de stupéfiants l'a aspiré, et il n'est pas obligé, il y a toutes sortes de métiers là-dedans, et on s'aperçoit aujourd'hui, on se réveille, la France se réveille avec quand même des tueurs à gages un peu comme on en voit, comme moi j'avais l'habitude d'en voir en Colombie, au Nicaragua et au Mexique. On se réveille avec ça. Donc s'il y a des tueurs à gages, il y a des gens qui les gèrent, il y a des gens qui les arment, évidemment. Il y a des gens qui les payent. Ouais. Et c'est un peu le soupçon qui pèse sur cet individu. Donc voilà, on se retrouve face à des trentenaires qui effectivement sont totalement immergés dans cette ultra-violence et n'ont plus aucun frein. Et je retiens ce que vous dites, Frédéric Ploquin, c'est qu'ils n'ont plus peur de la prison. Et ça, vous l'avez constaté aussi, Jérôme Durin. La prison est devenue un risque du métier. Je retrouve une phrase qu'on m'a dite à Valence. Quand on a arrêté le type, on n'a pas vu beaucoup d'émoi dans ses yeux. Quand on a mis la BM sur le camion, là, on s'est rendu compte que ça le faisait pleurer. Et ça veut dire que ils ont peur de prendre une balle de l'adversaire, mais ils ont aussi peur qu'on leur saisisse leurs avoirs. Parce que la vraie fragilité de ce système, c'est que ça n'est qu'un business. C'est l'argent qui motive ces gens. Donc du coup, la saisie des avoirs, taper au portefeuille, empêcher des gamins de tomber dans le trafic. Parce que la réalité, c'est qu'il y a de vrais grands méchants qui sont des patrons d'entreprise. Et puis, il y a toute une petite population qui tombe dans le trafic. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'appât du gain. C'est aussi une criminalité forcée. Le trafic, c'est combien ? C'est 200 000 On dit que ça fait 240 000 personnes dans le pays. Il y en a qui ont sans doute des capacités, de l'initiative qui pourraient être utiles à la société ailleurs. Mais ils sont convoqués dans ces trafics. Alors, ils y vont, ce n'est pas des victimes. Mais il y a aussi de la criminalité forcée. À tous les étages du narcotrafic, on se rend compte que la frontière est très étroite entre la tentation et puis l'adhésion forcée au trafic. Et je veux dire une chose, sur la phrase de Gérald Darmanin, le consommateur est responsable, il y a 2 écueils dans ce débat. C'est la légalisation va tout régler. Moi, je pense qu'il faut se poser réellement la question des limites de la prohibition.
Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Bon, la légalisation, c'est pas non plus l'idéal. Et l'autre limite, c'est de dire c'est de la faute des consommateurs. Non, c'est pas de la faute des consommateurs. Quand il y a 1000 tonnes de cocaïne qui arrivent en Europe, quand il y a une corruption, il y a un corrupteur. Voilà, donc il y a aussi une offre, et c'est l'offre qu'il faut assécher, c'est les réseaux qu'il faut démanteler, c'est la tête de la pieuvre à laquelle il faut s'attaquer. Merci d'être avec nous, Jérôme Durin. Je vous remercie, Frédéric Ploquin, encore pour ces analyses. Vous qui êtes journaliste d'investigation, auteur des réseaux secrets de la police aux éditions du Nouveau Monde. Merci à vous, Denis Jacob, d'avoir représenté la police avec le syndicat Alternative Police.